Itadakimasu, bismillah. Pas mal, non? C'est français. Oh, c'est quoi ces élitistes de merde avec leur film de merde? C'est les cailles du cinéma! C'est les cailles du cinéma, je le sais, c'est eux! C'est émouvant, putain! Un petit poste qui va faire son boucan. Je le sais, je connais. Bonjour, bonsoir à tous, voilà. J'essaie d'être plus productif. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je sens un autre épisode pas longtemps après celui-là, après le dernier, pardon. Oh là là, il sait plus parler. C'était quand le dernier épisode? C'était la semaine dernière? Lundi dernier, l'épisode sur Korra, il me semble. Voilà. Lundi dernier, épisode sur la légende de Korra, et là je reviens avec un nouvel épisode, un nouveau podcast sur quoi? Sur quoi? Sur Obsession. Et oui, le film qui fait tant d'émoi en ce moment, qui cartonne. C'est un succès de malade, je vois sur les réseaux, c'est un truc de ouf. Et donc je me suis dit, bon, c'est un peu un scandale que je ne vois pas ce film. Et du coup, je l'ai vu aujourd'hui. Je fais un peu une réaction très très à chaud parce que j'ai pas mal de trucs à dire. En tout cas, je l'ai trouvé. Alors, bref, c'est totalement décousu évidemment comme d'habitude. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé du film. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film. Il est très très bon. Il est même, je pense, excellent. Et c'est vrai que en termes de film d'horreur, il fait peur en fait. Je me suis chié dessus. Pour rien vous cacher, je me suis vraiment chié dessus. Il fait vraiment flipper. Et alors, on va essayer quand même d'être structuré. Déjà, de quoi ça parle? Obsession. Obsession parle d'un jeune homme qui s'appelle Beer, qui est amoureux de Nikki. Sauf qu'il sait pas si Nikki l'aime en retour, blablabla. Bla. Et par un gadget en fait, en gros le concept du gadget c'est de faire un vœu et ce vœu soi-disant se réalise. Et ben en fait il va faire le vœu que cette fille qu'il aime tombe amoureuse de lui. Ce qui va se produire, mais en fait ça va dégénérer, ça va mal tourner. Voilà. Et ça va, ce qui est de l'ordre de l'amour va tourner à l'ordre de l'obsession. Oh, 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 eh. Voilà, c'est pas un podcast de qualité là que je vous donne là, ah. Ah putain, qu'est-ce que j'adore. Qu'est-ce que je m'adore, mec. Très très bon film. Très bon high concept. Hein. Un film d'horreur, ça démarre surtout avec un très bon. Hop, je tape mon micro. Avec un très bon high concept. Et je trouve qu'il y a un peu un high concept à la Big. Je sais pas si vous connaissez ce film avec Tom Hanks, où Tom Hanks, dans une fête foraine, il fait le vœu de devenir plus grand. Et il se réveille le lendemain matin. Alors c'est un petit enfant qui souhaite devenir plus grand, pardon. J'ai oublié ce détail. Et en fait, il se lève le lendemain matin et en fait, c'est un adulte, quoi, tu vois. Et bref, là c'est un film comique. Sauf que là, c'est pareil, c'est le film Big. Le mec souhaite un truc, sauf que ça dégénère complètement et c'est une folie furieuse. Bref. Et ça me permet de faire un peu. Quand j'ai vu ce film, alors c'est un premier film, excellent premier film. J'ai encore une fois que j'ai beaucoup aimé et je trouve ça incroyable que le mec pour son premier film il fasse un truc incroyable comme ça quoi. Je veux dire, moi aussi donnez-moi de l'argent, je veux faire des films comme ça. Non, mais je trouve ça fou quoi. Je trouve vraiment ça fou. Attendez, je prends petite gorgée. Ouais, de café là parce que j'en ai besoin. J'enregistre un peu tard, je le fais en mode speed hein, le podcast parce que je dois me coucher tôt pour aller au boulot demain. Mais bref. Euh, du coup, je disais, je vais me calmer un peu là parce que je suis parti en fanfare.
Je disais, je trouve le high concept génial. Je trouve, c'est un film un peu high concept comme dans un peu tous les films et tout. Et je pense qu'il fait vraiment partie de cette génération de films de ces 10 dernières années, je pense, qu'on appelle un peu l'elevated horror. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. euh, qui est un peu un terme pompeux. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas du tout ce terme et tout, qui le trouvent un peu trop, voilà, on fait de l'horreur un peu sophistiqué et tout. Moi, je trouve que ça marque, on va dire, une génération de films d'horreur entre les années, en fait, on va dire les années fin 2010 début 2020, tu vois, donc on est à peu près dans cette zone temporelle, et on va dire les films d'horreur années 2000, fin 2010, quoi. Enfin, début 2010, pardon. Euh, et je trouve que donc dans ce qu'on considère comme l'elevated horror, c'est Hérédité, d'Ari Aster, Midsommar, pardon, d'Ari Aster aussi, The Witch, ou Witch, je crois, de Robert Egger. Voilà, ces films un peu de A24, Blumhouse. Alors le film n'est pas A24, hein, il est produit par Blumhouse. Voilà, qui font du film d'horreur quelque chose de très, on va dire, avec une touche d'auteur. Parce que c'est vrai que le film d'horreur a ce côté, depuis que le film d'horreur existe, comme c'est un peu un genre, pardon, de film qui mélange un peu, voilà, qui mélange un peu tous les trucs un peu faciles à guicheur du cinéma, c'est-à-dire la violence, la sexualité aussi, c'est beaucoup lié au film d'horreur. Voilà, c'est un peu un film qu'on qu'on dédaigne, pardon, qu'on regarde avec un mauvais œil. Ça a été le cas dans les années 80 surtout, où c'était la grande période du slasher, voilà, des tueurs en série qui tuaient des jeunes gens. Voilà, c'était Halloween avec Michael Myers, c'était Vendredi 13, c'était comment il s'appelle là, le truc avec Freddy Krueger, euh, fait par Wes Craven. Ah, j'ai plus le nom. Ah, j'ai plus le nom, je suis désolé. Ça me reviendra, je suis désolé, j'ai plus le nom. Ouais, qui a la gueule complètement brûlée et tout. Bref. Donc c'est un peu un genre qui est mal vu parce que très série B, voilà, très aguicheur, très porté sur la sexualité, très porté sur une violence à outrance. Il y a eu Scream qui a essayé comment dire, de casser le genre, de briser les codes. Scream qui est toujours bon, hein, franchement, le premier Scream, même si il y a des trucs qui font un peu dater. Je crois que c'est sorti en 90, hein, milieu 90. Il y a voilà, tu sens que c'est un film de son temps. Il n'empêche que c'est toujours agréable de regarder ce film-là, quoi. Puis, dans les années 2000, il y a eu la grande période des fan footage, avec le projet Blair Witch et surtout Paranormal Activity. Et là, tu as eu Rec, tu as eu Cloverfield, tu as eu, je crois, un film, plein d'autres films fan footage. Pas forcément en plus des films d'horreur, hein, mais voilà, c'était la grosse mode dans les années 2000. Puis il y a eu cette évolution de film d'horreur. Donc vraiment le film d'horreur a passé vraiment, c'est un peu affiné, quoi. Je trouve que plus il vieillit, plus on avance dans le temps, plus le film d'horreur commence à avoir une saveur euh, très sophistiquée, en fait. Voilà. Et j'ai oublié aussi de parler des films de la Hammer je crois dans les années 60, 70.
aussi qui est les films avec Dracula, les films qui reprend les classiques un peu de la littérature horrifique, Dracula, le loup-garou, Frankenstein, tout ça. Voilà, et les rendre un peu plus populaires par le cinéma. Enfin bref. Et ce film m'a fait beaucoup penser à, dans sa forme et tout, à Hérédité. C'est-à-dire qu'on suit un peu un quotidien bouleversé par une forme de paranormal qui va amener, ce qui va créer l'horreur. Et je trouve que la mise en scène montre ça, mais alors, ce qu'on peut, peut-être le défaut qu'on peut donner au film, c'est que je trouve que la mise en scène est très subtile au début du film sur comment il installe l'horreur. C'est-à-dire que, alors on voit un peu tout le côté obsédé qu'a le personnage de Nikki par rapport au personnage de Beer. Et ça va être montré, par exemple, en fait, le personnage de Beer va parler à son pote, voilà, dans le premier champ de la caméra, et dans le deuxième champ de la caméra, dans la profondeur de champ, qui va être flouté, on arrive à distinguer quand même Nikki, le personnage de Nikki, qui fixe le personnage de Beer, du coup, donc la caméra, et fixe la conversation. Et en fait, ça crée une atmosphère de, voilà, de voyeurisme, vraiment très, très perturbante et qui est très subtilement bien amenée et, et voilà, on sent que on plonge de plus en plus dans l'horreur et dans l'excès. Et là, vers la fin, ça part un peu, voilà, dans le gore à outrance effectivement et tout, mais en fait, bon bah c'est un film d'horreur, donc c'est obligé qu'il y ait un peu de sang qui gicle et tout et d'hémoglobine. C'est c'est pour ça qu'on paye un ticket de cinéma, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça devient un peu moins subtil et il y a des moments où tu sens arriver le truc. Mais ça n'empêche que c'est très. Moi, je trouve que c'est un des films d'horreur que j'ai vu au cinéma qui m'a fait regarder, on va dire, j'ai souhaité que le film se termine très très vite parce qu'en fait c'est tellement c'est tellement un stress, c'est tellement une atmosphère suffocante que t'en peux plus, t'as envie de sortir et tout et ça tient en haleine, t'as envie de savoir comment ça se finit, mais t'as envie que ça se finisse vite. Voilà. Donc je trouve que donc c'est pas du tout une critique là pour le coup, c'est vraiment une qualité qu'a le film, c'est que t'es vraiment plongé dans l'horreur et t'as pas envie d'y rester quoi. Alors voilà, bon, j'ai essayé de faire un peu une critique, voilà, là sans spoil. Là, je vais un peu spoiler, je vais un peu dévoiler des, 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 des moments dans l'intrigue et tout, euh, des scènes clés. Ce qui est intéressant en fait, c'est que on sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce switch qu'a qui passe, le personnage de Nicky, pardon, qui passe d'un peu, voilà, en fait, le mec se fait friendzoner au début du film, tu vois. On sent que ce qui se profile devant lui, il n'a pas osé encore dévoiler ses sentiments, mais tu sens que ça va être la friendzone si jamais il déclare sa flamme. Et direct, il y a un switch, direct, il y a un switch où le personnage passe de on est amis à je veux sortir avec toi. Je veux être avec toi tout le temps H24, tu vois. Il y a un switch direct qui se passe. On sent que c'est bizarre, mais en fait, ça déplaît pas au personnage principal parce que c'est ce qu'il a souhaité, quoi. Et il y a un côté où le personnage principal va apprécier ce moment où cette fille est vraiment bah, obsédée par lui. Et ça va l'inquiéter, mais le fait qu'elle l'aime et qu'ils soient ensemble va être plus important que tout le reste. Et c'est là où je trouve le film est fort. Je trouve que c'est une super. Pour moi, le film, c'est une super métaphore sur les relations toxiques, en fait. Sur une relation toxique entre un mec et sa nana. Alors évidemment, tout part. On on peut se dire que l'élément toxique dans le film, c'est la fille. Mais on peut aussi se dire que l'élément toxique, c'est le mec. Parce que pourquoi je dis que peut aussi être l'élément toxique? Au-delà du fait que, bon,
La fille, pour essayer d'attirer son attention, va faire croire que son père a un cancer, alors que c'est faux. Va en fait vraiment se comporter comme son animal de compagnie, va faire des trucs vraiment très morbides, c'est-à-dire que le personnage du chat, le personnage, comment dire, le chat du personnage principal va mourir et elle va faire une espèce de sépulture macabre avec le chat en la déterrant du sol et tout. Et il va se dire mais c'est quoi cette folle dingue, c'est quoi cette tarée quoi qui fait ce truc là. Donc c'est vraiment des, on pourrait se dire ça que la fille, voilà, et de manière totalement légitime en fait, que la fille est folle dingue et que c'est elle l'élément toxique. Euh, Parce qu'en plus il y a vraiment le côté cette meuf est tarée, mais cette meuf est foncièrement amoureuse du gars. Et en fait, dès que le gars va essayer de s'éloigner de la nana, elle va essayer de le faire culpabiliser, quoi. Donc, on pourrait se dire que bah ouais, c'est l'élément toxique de la relation. Mais le type n'est pas non plus, comment dire, n'est pas blanc comme neige, quoi. C'est-à-dire que bah déjà, c'est lui l'instigateur de de cet événement-là, du fait que cette meuf soit amoureuse d'elle. Et en fait, lui est amoureux, que cette meuf, pardon, soit amoureuse d'elle, pardon. Et en fait, lui aussi est amoureux d'elle. Et ça le gêne qu'elle soit si bizarre. Mais il veut rester avec elle. Mais elle est trop chelou. Et en fait, il va accepter des trucs. Il va pas vouloir faire. Il va pas vouloir s'imposer. Il va en fait se laisser. Se laisser un peu, pas marcher dessus, mais se laisser faire par la personnalité très très forte du personnage féminin qui est Nikki, qui met vraiment l'actrice qui joue Nikki, mais elle est exceptionnelle, hein. Mais lui aussi, hein, il est très très bon, hein, le personnage principal, l'acteur qui joue le personnage principal. Mais c'est elle qui vole la vedette totalement, hein. Elle est fabuleuse là-dedans. Et ce que je disais, oui, c'est que euh, au milieu du film, enfin, ouais, vers le milieu du film, on découvre que le personnage de Nikki, qui est obsédé par le personnage de Beer, bah en fait, c'est pas la vraie Nikki. Un peu à la manière de Get Out. Get Out aussi, qui fait partie un peu voilà, cette lignée de l'Elevated Horror. euh, Get Out de Jordan Peele. En fait, va y avoir le personnage de Nikki qui va être dans, on va dire, l'inconscient de la Nikki folle. En fait, c'est la freaky, ce qu'ils appellent la freaky Nikki, quoi. Donc il y a la freaky Nikki et il y a la vraie Nikki, on va dire. La Nikki folle, la vraie Nikki. Et je sais pas si vous suivez. Vous suivez là? Ok, très bien. Prenez des notes. Et en fait, des fois, la vraie Nikki a des résurgences. Et en fait, le type sait qu'il y a une vraie Nikki et il y a une Nikki folle. Voilà. Il y a deux Nikki, on va dire. Et sauf qu'en fait, la vraie Nikki a envie de mourir. C'est, je veux dire, elle décrit ce truc-là qui est effroyable à un moment. Elle dit, tue-moi, je n'en peux plus, je ne suis pas maître de mon corps, c'est horrible, je ne contrôle plus rien, je suis obligé d'assister à tout ça, je suis dépossédé de mon corps, tue-moi, tue-moi. Et c'est horrible, cette scène est horrible. Et le type, le personnage principal, lui, il se dit, bah en fait, j'aime cette fille, enfin, voilà, j'aime cette fille, mais la vraie Nikki ne m'aime pas en retour. Et en fait, et même envie de mourir à cause du souhait que je veux faire. Et en fait, va complètement nier ça. Il va rien faire pour ça. Il va complètement, euh, comment dire, il va mettre à l'écart le problème. Voilà. Il va complètement mettre à l'écart le problème, et c'est à ce moment-là que tu te dis, ah quand même, ouais, il subit pas mal le personnage principal, mais
il profite aussi de là-dessus. En fait, il profite et en même temps il souffre. Donc il y a un côté, c'est un fils de pute, mais des fois il prend cher. Voilà. Et, euh, et ce personnage principal, au bout d'un moment, on lui dit que la seule manière qu'il a de, de mettre fin au vœu qu'il a souhaité, c'est soit que quelqu'un fasse un vœu où il souhaite que bah, la nana soit plus amoureuse de lui et qu'elle retrouve, on va dire, la raison, soit que bah, il se tue. Voilà, il se tue et comme ça, en fait, comme c'est lui qui a fait le souhait, et bah elle sera libérée du souhait qu'il a fait. Donc c'est un très 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 bon film. La fin, je spoil pas la fin, elle est. En fait, c'est ça qui est génial avec ce genre de film, c'est que on alterne entre les moments de malaise très gênants, très flippants, mais plutôt drôles, je trouve, et l'horreur absolue, quoi. Des fois, vraiment la fin arrive à synthétiser ça parfaitement. C'est le macabre, c'est l'horreur, c'est le malaise. Il y a une touche d'humour. Vraiment, il y a vraiment une touche d'humour, vraiment un humour grinçant, quoi. Tu te dis, ah, c'est marrant, mais bon, c'est la merde aussi, tu vois, pour le personnage. Il y a un peu ça. Et, euh, et je trouve c'est vraiment la fin est vraiment parfaite, je trouve. Alors, j'ai pris des notes après la sortie du film et je vais essayer de voir ce que j'ai noté en attendant. Je bois mon café. Hop. Alors, voilà. Donc un high concept incroyable. Ça m'a fait penser voilà au film Hérédité parce que le film Hérédité a ce truc de s'ancrer dans la réalité de la famille. En fait, le sujet de Hérédité, c'est aussi qui est génial, hein, qui est, je pense, un de mes films d'horreur préférés, hein. Hérédité, c'est exceptionnel. Et le concept d'hérédité, c'est de s'ancrer du coup, dans une famille dysfonctionnelle. Ça parle de ça. C'est une métaphore sur la dysfonctionnalité d'une famille. Et en fait, on va mettre, euh, comme dans, comme dans Obsession, où ça parle en fait de relations toxiques, d'un type qui subit en fait sa nana qui est folle, complètement folle, de lui, mais qui est folle, et on va ajouter une sauce un peu paranormale à ce truc-là. Et bah c'est la même chose dans Hérédité. C'est le sujet, c'est vraiment la famille dysfonctionnelle par lequel on va ajouter une sauce, un, un côté paranormal à ça. Euh, voilà. Mais donc ça m'a fait penser à ça m'a fait penser à Hérédité, mais ça m'a aussi fait penser, je pense, à Gone Girl et Basic Instinct. Je pense qu'il fait partie de de ce genre de film qu'on pourrait catégoriser comme les femmes sont des sorcières. C'est une catégorie très précise. Alors je n'ai vu que Basic Instinct et Gone Girl qui rentrent dans cette catégorie, mais je pense qu'il fait vraiment, il ressemble beaucoup plus à Gone Girl, qui sont des thrillers, hein. Ce sont pas du tout des films d'horreur, quoique Gone Girl, ça fait vraiment flipper, je trouve. Et en fait, Basic Instinct aussi, tu vois. Voilà, ça frôle le thriller, l'horreur, et moi, je vous conseille vraiment de regarder ces deux films, surtout Gone Girl, qui a un plot twist de malade au milieu du film. Je trouve c'est génial. Et, euh, et ouais, ça montre en fait que, comment dire, c'est pas que quand t'es un homme, tu regardes ces films, c'est pas que tu deviens misogyne, mais c'est qu'en fait, automatiquement, t'as peur des femmes. C'est pas que tu les détestes, c'est que t'essayes de les éviter, quoi. Parce que tu te rends compte de. Alors, évidemment, les personnages, voilà, le personnage qui est joué par le personnage dans Gone Girl et le personnage dans Basic Instinct qui est Sharon Stone sont pas, comment dire,
des femmes qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, comment dire, des succubes, quoi, dans ces films-là. C'est même pas des êtres humains, c'est des démons. Mais ça touche à une partie de la féminité qu'on retrouve dans la vraie vie, qui est vraiment la perversion. Il y a des femmes qui sont perverses, qui sont, euh, comment dirais-je, sadiques, euh, et qui vous veulent du mal, qui jouissent de pouvoir vous dominer, vous contrôler et vous faire du mal et vous manipuler aussi psychologiquement. Il y a cette jouissance-là. Je le sais, j'en ai subi les foudres en fait de ce genre de nana. Donc euh, donc ça a été, je trouve que ça, alors ça part dans un extrême dans ces films-là. Faut pas se dire, voilà, les filles sont des psychopathes et tout, faut les fuir. Mais je trouve que sur vraiment la manipulation et tout ça, surtout dans Gone Girl, c'est 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 flippant de réalisme des fois. Tu te dis, c'est effroyable. Toute l'affaire, en fait, Gone Girl. Bon, allez, je spoil Gone Girl. Allez, c'est bon, je raconte. Gone Girl parle du personnage de Ben Affleck, je me rappelle plus des noms, hein, qui dont la femme va disparaître du jour au lendemain. Et en fait, il n'avait pas une très bonne relation avec sa femme, ils étaient sur le point de divorcer en fait. Et il est tout de suite suspecté d'avoir tué sa femme. Et en fait, ce qu'on se rend compte au milieu du film, c'est que donc en fait tout le début du film ça va être vraiment on essaye de montrer que le personnage de Ben Affleck a potentiellement en fait kidnappé et tué sa femme et en fait toute toute la moitié du film, enfin toute l'autre moitié du film va y avoir un plot twist au milieu du film où c'est en fait le personnage, je crois que c'est Amy, le personnage féminin, la femme de Ben Affleck, qui a orchestré tout ça, a orchestré son kidnapping, sa disparition, d'où le titre du film Gone Girl, sa disparition, pour faire accuser son mari de l'avoir tué, voilà, et qui en fait il aille en prison, quoi, tu vois, pour se venger, tout simplement, pour se venger. Et donc, et ce côté vraiment psychopathique du personnage, ce côté psychopathe, en fait, psychopathique, c'est pas un mot qui existe, je viens de l'inventer. C'est vraiment quelque chose de saisissant. Ça touche à une réalité féminine qui existe chez les femmes. Voilà. Il y a certaines femmes qui sont des psychopathes. J'en ai appris à mes dépens. Je l'ai appris, pardon, à mes dépens, et c'est vrai que c'est assez. Quand ça vous arrive, c'est assez effroyable. Je le souhaite à personne. Et donc, alors, je reviens un peu sur mes notes. Donc voilà, Gone Girl, Basic Instinct, les femmes sont des folles en fait. C'est ça la conclusion de ces films-là. Obsession en fait partie, quoi, tu vois. Euh, mais donc j'ai dit que le type comment dire? Alors j'avais marqué le mec est 100% responsable. Il n'est pas totalement responsable que la meuf parte en délire complet. Voilà. Mais en fait, j'aimerais aussi, voilà, c'est là où dans son, comment dire, dans sa manière de traiter, de faire un parallèle avec les relations toxiques, le film est très très bon. C'est qu'il montre que le mec non plus n'est pas sans tort, même si il est pas sans défaut, il n'est pas immaculé, il n'est pas blanc comme neige, même si il subit la relation, en fait il reste. Ça, c'est le pire truc à faire. C'est le mec reste et n'essaye pas de résoudre la situation. Il subit, il continue de subir, il essaye de temps en temps, mais de manière très très molle. En fait, on nous montre dès le début que c'est un personnage plutôt pas sûr de lui, assez lâche, tu vois. Il y a l'opportunité des fois de déclarer sa flamme à
à la fille, Nikki, quand elle est pas encore possédée, mais il ose pas le faire. Et en fait, t'es là, tu te dis, mais mec, bouge-toi, quoi, je sais pas, tu fais un truc, merde! Et, et ça va être la même chose quand il va subir la relation avec Nikki. Il va être complètement, il va finir complètement apathique en fait. Et je pense que c'est, bah, encore une fois, c'est une excellente métaphore sur ce thème de la relation toxique. C'est-à-dire que certes, ça part, on va dire, d'un partenaire qui est toxique, mais ça dure à cause d'une personne qui se voile la face sur la toxicité de son partenaire. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit les défauts. Alors là, bon, les défauts sont excessifs, évidemment. Mais, 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 mais on se dit que on peut arranger les choses, on peut essayer de s'en sortir. Non, la seule solution, c'est d'arrêter. C'est de tirer un trait complet sur la relation et de partir sur des bases totalement saines avec une autre personne. Voilà. Là, avec les relations toxiques, en tout cas, c'est moi ce que je pense et ce que le film, comment dire, ce que je retiens aussi du film, ce que je vois du film vis-à-vis de mon expérience personnelle évidemment et tout, je projette ça sur le film. Mais pour moi, ça parle de ça. Ça parle de ce, du fait de ne pas se voiler la face à une relation toxique, de pouvoir faire en sorte d'être assez courageux pour en fait tout simplement prendre un nouveau départ parce que le personnage principal a l'occasion de prendre un nouveau départ, a l'occasion de choisir euh, une autre partenaire, mais il ne le fait pas. Il n'a pas la possibilité non plus de le faire et en fait il va s'enfermer, ça va faire qu'il va s'enfermer avec sa relation avec Nikki qui est complètement folle quoi. Alors j'avais marqué comme note éviter de parler de mon cas personnel. Bon, j'ai dit que bon, il y avait un peu, voilà. Je vais pas parler de mon cas personnel, je vais pas donner d'anecdotes, mais je peux vous avouer que j'ai touché du doigt un peu ce genre de folie, quoi. Ah putain, qu'est-ce que j'en ai bavé aussi. Putain, c'était terrible. Mais ouais, le film a vraiment ce côté très suffocant. C'est un moment, je pense que même pas la dernière demi-heure, je pense parce que le film dure presque 2 heures. Aller au bout, les dernières 45 minutes, c'est horrible, hein. C'est horrible. J'avais envie de sortir de la salle. J'avais envie de sortir de la salle. Alors, il y a qu'un seul film qui a réussi à me faire ça, et ça, pour le coup, là, je pouvais vraiment pas. Mais euh, c'est la première fois que je me suis levé. J'ai pas quitté la salle, mais je me suis levé. euh, de mon siège, je me suis mis à l'écart et j'ai arrêté de regarder l'écran tellement ça m'a dégoûté. C'est Nymphomaniac de Lars von Trier. Euh, l- alors Nymphomaniac de Lars von Trier, il y a deux parties. Il y a la première partie et la deuxième partie. C'est dans le film la partie 2. Ceux qui ont vu le film, je pense, voient de quelle scène je veux parler, mais il y a une scène horrible d'avortement en fait, où je peux pas. Je peux pas. C'est rien que de l'imaginer, j'ai envie de chialer là. Alors, Obsession sans aller à ce degré-là, voilà, il a ce côté pas comment dire, pas claustrophobe, mais vraiment tu suffoques quoi. T'es dans un truc, t'as envie de t'échapper là de ce truc-là. T'as envie de partir en courant quoi. Et je pense que c'est un peu t'es totalement en empathie avec le personnage principal parce que lui aussi il est dans ce délire-là quoi. Il est dans cette émotion-là. Voilà. Et bon là je crois que j'ai fait 34 minutes où j'ai parlé du film. Vraiment pour vous dire que bon il y en a qui disent film de l'année. Bon je pense pas. Je pense pas que c'est le film de l'année. C'est un bon film hein, mais faut se calmer des fois. Faut se calmer. Et non, mais ce que je voulais dire aussi, je voulais finir en parlant, alors, de comment s'est passée un peu ma séance, sur revenir à la séance plus en détail. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une putain de malédiction.
il y a toujours des fils de pute, je suis désolé du terme, des fils de pute qui se mettent à côté de moi. Je suis tout seul, hein, je suis tout seul hein, à la salle de cinéma. Je suis allé à UGC les Halles là, Cité des Halles, salle 10 pour ceux qui connaissent. La salle 10 elle est très grande, hein. Et moi je fais exprès de me mettre à l'écart, voilà, la zone où il y a presque personne. Et il y a des fils de pute qui se mettent à côté de moi et qui parlent pendant le film. Mais c'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf de faire ça. Enfin, mais vraiment, et en plus, je l'ai entendu cet enculé. Alors, c'est un groupe je crois qu'ils étaient quoi? Ils étaient 8. Et t'en avais un, il arrêtait pas de parler. Il arrêtait pas de parler. Et cet enculé, il a commencé. La séance a commencé, il a dit quoi? Je l'ai déjà vu le film, il est génial. Mais enculé, moi, je l'ai pas vu le film. Espèce de, espèce de bâtard. J'ai payé 10 euros là pour aller voir le film. Toi, tu l'as déjà vu? Et tu viens exprès revoir le film pour parler à ton pote, faire des commentaires et me gâcher la putain de séance? Mais ces mecs-là, faut les pendre en fait. Mais ces mecs-là, c'est des putains de démons en fait. Ils ont un projet maléfique en tête, c'est te pourrir la vie. Enfin, mais moi je trouve ça insupportable. Parler. Alors, j'ai un pote souvent, on va à la salle de cinéma ensemble, on va voir un film au cinéma ensemble. Il fait de temps en temps des commentaires. Mais le mec, il parle doucement, voilà. Il me le dit dans l'oreille, c'est un, deux commentaires pendant le film. Et puis moi, je réagis pas trop, je fais ouais, 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 laisse-moi regarder, tu vois. Lui, il discutait avec son pote. C'est limite s'il avait pas son café, sa clope et tout, il fait ouais alors cette scène, attends, non mais cette scène elle est géniale et tout. Wow! Oh, je peux voir le film, je peux profiter aussi. Bon, en plus, c'était des scènes genre. Alors, le film était assez bon pour me faire oublier les commentaires du mec. J'étais assez embarqué dans le film pour oublier que ce mec-là parlait, tu vois. Mais c'est genre insupportable ce niveau d'impolitesse, quoi. Je vais pas souvent au cinéma, en plus, de moins en moins, et ces mecs-là, mais parlent durant le film, mais j'ai envie de les exploser. J'ai envie de les exploser, j'ai envie de prendre leur tête, les exploser contre le mur. Là, je vous assure, mais ce type-là m'a mis vraiment premier degré en colère. Et cet enculé, qu'est-ce qu'il fait? À la fin du film, il applaudit. Il applaudit, il fait ouais, ouais, super film, ouais, ouais. Espèce de salopard, va. Tu m'as gâché ma séance! C'est un fou, ce mec. Mais c'est un malade mental. Alors, c'est pas la pire expérience cinéma que j'ai vécue en salle. Alors, allez, on est sur les anecdotes de cinéma, de séances de cinéma. Ma pire séance de cinéma, ça a été pour regarder le film Civil War. J'ai dû regarder 2 fois le film. Alors, c'était l'époque où j'avais une carte UGC limitée, donc voilà, je payais quoi, j'étais étudiant, je payais quoi, 25 euros? 25 euros le mois et je regardais voilà, tous les jours, enfin toutes les semaines un film et tout, sans rien dépenser. C'est vraiment top hein, la carte UGC. En plus, c'est pas seulement UGC, il y a aussi MK2 et d'autres partenariats avec d'autres cinémas locaux, on va dire, des petits cinémas. Donc je vais voir le film Civil War. Là, c'est une petite salle de cinéma à UGC, Cité des Halles toujours, mais c'est dans une petite salle. Je me mets au fond, là où il y a personne, parce que je veux avoir personne à côté de moi. Et là, je vois une classe de lycéens rentrer. Je suis en mode non. Non, là, c'est pas possible là. Parce que là, je vois les gueules des gens. Et je vois que ça va faire des commentaires pendant le film. Et en fait, je me dis, putain, je suis au fond. Putain, au lycée, qui c'est qui se met au fond? C'est toujours les cassos. Je vais me taper tous les cassos là de ce groupe de lycéens là. Et effectivement, je me suis tapé les mecs qui parlaient, les mecs qui allumaient le portable, les mecs qui disaient «Eh, regarde ce que j'ai vu sur mon portable et tout». Ils regardaient même pas le film, ces enculés.
Mais là j'ai halluciné. Moi d'habitude, je suis timide, je suis quelqu'un de très timide, je suis quelqu'un plutôt introverti, j'ose pas déranger, j'ose pas m'imposer. Mais là, j'ai vraiment demandé plusieurs fois à ces gars-là de se taire. Et à chaque fois, ils se taisaient pendant 5 minutes, et ensuite ça repartait. Ensuite, ils continuaient de faire des commentaires, des commentaires, des commentaires. Mais de partout, j'étais cerné. Là, c'était pas un pôle, c'était partout. Toute la rangée parlait. Et j'étais en mode, mais ces gars, c'est pas possible. Là, je fais péter un câble. Ça, c'était la séance de Civil War. C'était, comment il s'appelle vous savez, avec le film Kristen Dunst, où ça parle d'une guerre civile euh, aux États-Unis entre, on va dire, l'État de Californie et l'État du Texas qui s'unissent pour voilà, réclamer, on va dire, leur indépendance. Ouais, ce film est super d'ailleurs, est vraiment top. Et mais vraiment, la séance était horrible, horrible. Des cas sociaux, quoi. Je suis tombé avec les cas sociaux. Et je me rappellerai toujours d'une nana qui sortait son portable, qui regardait Snapchat. Je fais, eh oh, tu peux éteindre ton portable, s'il te plaît? Elle m'a regardé, elle m'a dit, oh, sérieux? En mode, je casse les couilles de demander d'éteindre ton portable. Mais meuf, en plus c'était une beurette. Non mais gars, non mais vraiment, putain de beurette là qui sort son portable pour regarder Snapchat là, mais je vous assure, j'allais péter un câble, gars. J'allais péter un câble. Bref, c'était l'une de mes pires séances, et je trouve que il y a vraiment un truc horrible avec les gens, un comportement, comment dire, de plus en plus, les gens sont mal éduqués en fait. Moi par exemple, il y a j'ai vu des trucs passer, des séances de cinéma passer et tout. Euh, alors, bon, tout le côté, je comprends que des fois, dans des films, on va dire événementiels, où il y a un événement particulier, voilà, tu puisses, voilà, te lâcher, faire des commentaires et tout. Par exemple, une ressortie de film hyper connue, tu vois, style Le Seigneur des Anneaux. J'ai ça en tête parce que souvent ils font une espèce de Seigneur des Anneaux marathon, version longue pendant je sais pas combien. Bah, en fait, toute la journée, quoi. Toute la journée, tu te mates les trois films. Bon, c'est vrai que les mecs, comme tout le monde, les mecs qui viennent voir le film, ils connaissent déjà les films. Tu viens pas là pour découvrir le Seigneur des Anneaux, tu viens là pour revivre le Seigneur des Anneaux au cinéma. Donc c'est vrai que tu peux te permettre de te lâcher, tu vois, euh, et d'être dans le film, quoi. Mais il y a des avant-premières, par exemple, notamment dans des sorties cinéma sur les films d'animé, style, je sais pas si vous vous souvenez, mais les sorties de JJK, de Demon Slayer, des films de Dragon Ball. Mais alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est des trucs d'animé, donc forcément, les mecs qui sont à la salle de cinéma, c'est des Mongoliens. Ok, je veux bien, mais quand même, il y a une manière de se comporter. Les mecs se comportent comme des putains de singes. Ils se comportent comme des putains de singes. C'est terrible. Et bon, quand je dis qu'ils se comportent comme des putains de singes, vous voyez le genre de profil qui foutent la merde dans les salles de cinéma. Mais c'est haut. Et j'ai vu des vidéos passer. Alors j'ai pas vu le film, mais j'ai vu des vidéos passer de des séances de Michael, le film sur Michael Jackson. Mais c'est pareil, c'est pareil. C'est pour ça que moi je suis pas allé voir le film parce que si c'est pour aller voir des mecs qui font les clowns et tout, à être excités pendant la séance de cinéma. Alors je suis pas en mode voilà, je suis pas en mode monastique, faut regarder le film religieusement sans faire aucun bruit et tout. Quand le film est drôle, voilà, faut rire. Quand le film fait peur, voilà, faut réagir aussi. Enfin, faut réagir. Tu as le droit de réagir. Voilà, mais il y a une demi-mesure. Quand les types sur Michael Jackson, ils se mettent, tu vois,
C'est une scène où Michael Jackson fait sa représentation de concert, je sais pas quoi, et les mecs sortent du siège, commencent à danser au milieu de la salle de cinéma. Mais oh, mais pour qui tu te prends, quoi? Calme-toi là! Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment des comportements de mongoliens, quoi. Et ça, c'est terrible, ça te gâche une séance cinéma. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes vont plus au cinéma. Parce que des fois, alors j'exagère peut-être aussi l'importance que je donne comment dire, c'est vrai que des fois c'est un épiphénomène, mais comment dire, ça se démocratise de plus en plus et moi vraiment ça m'inquiète en fait. Je veux dire, j'ai pas envie de me dire, comme en fait quand on va aller sur Paris et regarder un match de foot, tu vois, et de célébrer la victoire, voilà, récemment c'était la victoire du PSG, mais en fait tu peux plus aller dehors à Paris sans qu'il y ait des problèmes. Moi, j'y suis allé à Paris pour la victoire du Paris Saint-Germain. Mais je me suis pris un fumigène sur le crâne. Mes cheveux ont failli brûler. Il y a un type, il y a un rebeu, il a allumé un fumigène. Quand j'ai failli. Il est tombé sur mes vaches. Il est tombé sur ma tête. Je l'ai vite enlevé. Le mec s'est excusé, évidemment. Heureusement, il s'est excusé et tout. Mais enfin, vraiment, euh, tu, tu, comment dire, tu manques de te faire écraser par des voitures, par des motos, des scooters et tout. C'est vraiment dangereux, quoi. Les gens ont un manque de civisme. C'est, c'est, c'est catastrophique, quoi. Donc, ils savent pas se contrôler, quoi. Je veux dire, c'est normal d'être content, c'est normal d'être excité, en euphorie quand tu regardes un film ou quand ton équipe de foot gagne. Mais en fait, tu vas pas saccager la salle de cinéma ou la rue pour ça, quoi. Enfin, c'est quoi ce comportement de singe? Encore une fois, c'est un comportement de singe, quoi. Enfin bref, voilà, je termine un peu sur une note négative, même si le film est très très bon. Je conseille. Bon, malheureusement, il souffre un peu, comme tous les films et surtout comme les films d'horreur, de scènes de sexe inutiles en fait. Il y a vraiment, je me dis, il y a une scène de sexe. En fait, je trouvais dommage parce que je trouvais qu'il arrivait à être, parce que ça parle d'une relation sexuelle, donc évidemment le thème de la sexualité, voilà. Mais ça reste au début du film, ça reste plutôt chaste et tout. C'est pas, comment dire, c'est pas explicite. C'est ça que je veux dire. C'est pas explicite. Sans être chaste, c'est plutôt exagéré de dire ça, mais c'est pas explicite, on va dire. Et il y a une scène, ouais, qui gâche un peu la subtilité du truc, mais dont je trouve pas l'utilité vraiment. Voilà. Il y a des scènes de sexe qui sont vraiment utiles, on va dire. Mais en fait, il y a tout le côté, de plus en plus, je trouve ça, en fait, je trouve pas ça de moins en moins nécessaire dans le cinéma. Et je pense que, il y a un côté beaucoup trop pervers. Ça montre beaucoup trop, je trouve, le côté pervers euh, l'objet cinématographique en soi, l'art cinématographique en lui-même. Parce que c'est en fait c'est vraiment un art très pervers le cinéma si on y pense bien. C'est-à-dire que c'est un film, comment dire, un film est basé sur le voyeurisme des gens qui fabriquent le film et les gens qui vont regarder le film. Donc c'est vraiment le cinéma est un art de voyeur en fait. Et je pense qu'on pourrait faire en sorte que que le cinéma, pardon, soit beaucoup plus que ça. Et cette tendance à rajouter des scènes de sexe juste pour satisfaire, voilà, les pulsions des producteurs, mais aussi des spectateurs, hein, c'est ça. Voilà, on a une jolie nana, tu vois. Il faut en profiter, faut la mettre nue, faut qu'elle fasse des scènes de sexe. Moi, je trouve ça un peu médiocre. Je trouve ça un peu, voilà, prendre les spectateurs pour des animaux, en fait, pour des gens complètement soumis à leurs pulsions. Et je trouve que c'est assez agaçant. Mais de plus en plus de gens se plaignent de ça. Donc, voilà, j'espère que c'est voué à changer hein, dans le cinéma. D'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, c'est que je termine sur ça. J'avais dit que j'allais terminer sur
j'allais dire que j'allais terminer, mais en fait, je rebondis sur un autre truc, je viens d'y penser. Mais c'est que je repense à l'actrice. L'actrice est en train d'avoir une popularité qui grandit. C'est normal parce que c'est une très bonne actrice. Franchement, comme je le dis, c'est vraiment elle qui porte tout le film. Elle vole vraiment la vedette au personnage principal, alors que vraiment l'acteur est plutôt bon, hein, même tous les acteurs de manière générale sont très bons, mais elle est vraiment au-dessus du lot, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas photo. Euh, et elle gagne un peu en popularité, notamment chez la jante masculine en fait. Et je trouve ça intéressant parce que c'est la représentation en fait, on va dire de la fille, de la femme toxique, de la dont un homme tombe amoureux, il tombe amoureux de cette femme-là, et en fait il se retrouve dans une relation toxique. Donc en fait c'est la représentation, on va dire, vraiment de la meuf maléfique, psychopathe, totalement. Bah, les otaku, les weebs savent, connaissent ce trait de caractère, c'est la tsundere quoi. C'est vraiment la meuf obsédée par le personnage principal, à tel point qu'il devient flippant quoi. Enfin la tsundere. Non, c'est la yandere. Pardon, j'ai confondu. C'est la yandere. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas. Putain, c'est des trucs d'otaku puceau, quoi. Mais enfin bref, et en fait, je trouve ça assez drôle que cette meuf ouais, qui en fait joue un personnage toxique, a un gain de popularité chez la gente masculine. Bah en fait parce qu'elle est jolie, quoi, tout simplement et tout. Et ça m'a fait penser un peu à ce film, Un train nommé Désir, dans lequel Marlon Brando de Tennessee Williams. Alors c'est basé sur le roman de Tennessee Williams, mais c'est pas lui qui a fait l'adaptation cinématographique. Euh, donc c'est un film où Marlon Brando joue dedans et joue un mec très voilà, très macho, très on va dire lui aussi toxique vis-à-vis de sa partenaire, son qui traite mal en fait, qui l'abat. Il y a la possessivité, il y a de la maltraitance conjugale en fait. Et en fait, ce film a rendu populaire Marlon Brando et l'a rendu populaire auprès de la gente féminine. Parce que en fait, bah, c'est un beau gosse quoi, tu vois. Il est sexy, il est devenu voilà cet acteur qui est un peu le sexe symbole masculin. C'est Et je trouvais ce parallèle assez drôle, quoi, voilà. Entre Marlon Brando et cette actrice qui est... Ah, je vais chercher son nom quand même. Euh, Ah, voilà, je l'ai. Inde Navarrete, voilà. Bon, il y a aussi le côté... Il y a le côté latino-américain qui joue aussi pas mal sur, sur la popularité de la nana. Je pense. Enfin bref. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour un prochain épisode. Je sais pas sur quoi je vais parler, de quoi je vais parler, pardon, mais ça va être sympa, ça va être sympa. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était un peu un épisode à chaud. Et on se dit à une prochaine fois. Bye.